Le 1er septembre 1715, le roi Louis XIV rend son dernier souffle. C'est la fin d'un long règne de 72 années. Le roi est mort? Le faste et les ors du décor somptueux du château de Versailles peinent à dissimuler l'ambiance morose, pour ne pas dire sinistre, qui règne sur le royaume de France. Vive le roi! Le vernis craque. Le royaume est lassé par ces dernières années de guerre et la rigidité d'une monarchie vieillissante. La France a besoin d'air. Qu'il semble loin le temps des grandes fêtes féeriques de Versailles, c'est un songe auquel on repense avec nostalgie. Et pourtant, le merveilleux ne disparaît pas. Il trouve refuge dans la littérature. Les contes de fées de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle en sont la preuve. Il développe alors un nouvel imaginaire où l'enchantement naît à chaque page. Ces écrits vont fortement influencer les décorateurs. La fantaisie entre dans les palais, et rien n'est trop beau pour transformer ces lieux propices à la rêverie. Le château de Rambouillet n'échappe pas à la règle. L'ancienne forteresse médiévale se métamorphose en une demeure de plaisance d'exception. Non loin de Versailles et de Paris, le domaine, situé au cœur d'une vaste forêt giboyeuse, a su attirer les grands du royaume, dont le roi Louis XIV. Depuis 1706, c'est son fils légitimé, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, qui en est le propriétaire. Le château devient donc une résidence princière qu'il faut réaménager. Le comte de Toulouse entreprend alors de grands travaux entre 1730 et 1736, avec l'aménagement de nouveaux appartements. Très amoureux, le comte de Toulouse a ainsi dédié plusieurs salons à sa femme, la comtesse de Toulouse. Son chiffre, c'est-à-dire ses initiales, est finement sculpté sous forme de guirlandes de fleurs au-dessus des miroirs et des fenêtres. On retrouve aussi ses initiales dans le boudoir au décor rocaille. Marie, Victoire, Sophie. Ici, les lignes droites sont abandonnées au profit de courbes qui serpentent, s'enroulent et rappellent les volutes des coquillages. Des poutis se mêlent aux signes du zodiaque et aux animaux des différents continents. C'est dans l'intimité des boudoirs et des salons comme ceux de la comtesse de Toulouse qu'on lit des contes sous la lumière des girandoles. D'une tradition orale populaire, le conte de fées devient à la fin du XVIIe siècle un art littéraire et mondain grâce à sa forme courte et à sa dimension ludique. De plus en plus de femmes désireuses de faire entendre leur voix prennent la plume et rivalisent d'esprit et de style. Madame d'Aulnoy, Madame le Prince de Beaumont, Mademoiselle de Lubert et bien d'autres parsèment leurs récits de palais enchantés, de fées étincelantes et de personnages galants. Dans les contes de fées, la grotte est le lieu de la rêverie et de la réflexion. C'est souvent le repère d'une créature surnaturelle, comme une nymphe ou une fée.
le prince entra dans une grotte très vaste, taillée des mains de la nature, dont la voûte et les murailles étaient couvertes d'un cristal si pur et si beau qu'il en fut ébloui. Au milieu était un bassin très large et très profond, bordé d'un marbre blanc comme la neige. Il vit dans le beau bassin d'eau claire et argentée une personne merveilleuse qui se baignait. La grotte rococo est un véritable décor d'opéra, avec ses incrustations brillantes et ses reflets d'eau qui provoquent l'émerveillement. Bien avant le XVIIIe siècle, ce sont les grottes artificielles de la Renaissance qui ornaient les jardins des grandes demeures qui sont à l'origine du terme de rocaille. Ce qui est nouveau au XVIIIe siècle, c'est l'irruption de ce vocabulaire d'inspiration aquatique, minérale et végétale dans la décoration intérieure et le mobilier. Si la réalité est idéalisée dans les contes, le décor féerique puise aussi son inspiration dans les mises en scène des fêtes royales, des comédies-ballets et des opéras. Ces grands spectacles sont des divertissements complets qui regroupent la danse, la musique, le théâtre, les costumes, sans oublier la machinerie qui produit des effets impressionnants et merveilleux. Grâce à des systèmes de cordes, de poulies et de trappes, des palais magiques ou des jardins fabuleux que survolent des dieux ou des déesses dans des chars de nuages surgissent sous les yeux éblouis des spectateurs. La cour est transportée dans un monde de rêves. Au temps de Madame d'Aulnoy, le conte d'Éros et Psyché d'Apulée, datant du IIe siècle de notre ère, est très diffusé. Les descriptions du palais d'Éros, tout en or et en pierres précieuses, exercent une grande influence autant sur les auteurs que sur les décorateurs d'opéra. Peu à peu, le modèle du palais magique se dessine. Ainsi guidé par la lumière qu'il voyait, il arriva à la porte d'un château, le plus superbe qui se soit jamais imaginé. Cette porte était d'or, couverte d'escarboucles, dont la lumière, vive et pure, éclairait tous les environs. Il entra dans un salon de nacre, de perles, et ensuite dans plusieurs chambres ornées différemment, et si riches par les peintures et les pierreries qu'il en était comme enchanté. Tout concourt à l'étonnement et au plaisir de l'illusion. Dans le décor rococo, la nature et l'artifice se mêlent subtilement. En plus des palais magiques, les contes de fées apportent des descriptions de jardins sublimes et envoûtants. Dans les jardins, les bosquets sont des cabinets de verdure clos par des treillages ou des palissades. Fontaines, vases et statues agrémentent ces espaces. Lieux de divertissement et de contemplation, les bosquets révèlent leur mystère et leur dimension théâtrale. Entendez-vous ce bruissement léger? Comme un air très ancien qui parlerait d'un temps où des couples en habits de taffetas s'embarquaient pour l'île d'Amour. Tant dans les contes que les décors rococo, le voyage vers l'île imaginaire devient un idéal et une véritable métaphore de la culture française du 1er XVIIIe siècle. L'île de Cythère, lieu de naissance de la déesse Vénus, devient de conte en salon la représentation obligée de l'esthétique galante.
C'est le peintre Antoine Watteau qui immortalise cette vision à travers plusieurs versions du pèlerinage à l'île de Cythère, dont l'une d'entre elles est conservée au musée du Louvre. On y voit des personnages saisis dans leur frivolité qui échangent des confidences. Ils sont prêts à embarquer sur la nef fantastique en direction de l'île mythique, se fondant avec légèreté dans la brume des rêves. Enfin, cette île tant désirée se découvrit. Et par toutes les beautés qui frappèrent d'abord les yeux du prince, il n'eut point de peine à croire que c'était un lieu enchanté. L'air y était tout parfumé, la pluie sentait la fleur d'orange, les jets d'eau s'élevaient jusqu'aux nues. Les forêts étaient d'arbres rares et les parterres remplis de fleurs extraordinaires. Des ruisseaux plus clairs que le cristal coulaient de tous côtés avec un doux murmure. Les oiseaux y formaient des concerts plus charmants que ceux des meilleurs maîtres de musique.